Quelque chose est en train de se briser à la frontière et personne ne le dit à voix haute. Les supermarchés vident de leurs rayons plutôt que prévu, les motels ont éteint leurs enseignes au néon et les autoroutes qui rugissaient autrefois sous des milliers de plaques canadiennes ressemblent aujourd'hui à des cimetières d'asphalte. En seulement 8 semaines, plus de 60 000 voitures de l'Ontario ont disparu des postes frontaliers vers les États-Unis. La raison ? Pas de pancarte, pas de manifestation, pas de gros titres en lettres rouges. Il y a pire, un boycott silencieux, massif et létal qui saigne l'économie frontalière américaine sans tirer une seule balle. Chaque Canadien qui choisit de ne pas traverser est un coût invisible qui fait exploser les budgets municipaux, coule les géants du commerce et vide les caisses publiques. Ce n'est pas un mouvement politique, mais une réaction émotionnelle, et il a déjà commencé à faire s'effondrer tout un système, tandis que Washington, aveuglé par les tarifs douaniers, ne voit pas venir la tempête. Ceci est l'histoire du jour où des millions ont cessé de traverser, et où les États-Unis ont commencé à en payer le prix. Un automne plus tôt, lorsque Donald Trump avait laissé entendre de possibles tarifs supplémentaires sur l'acier, le bois et les produits laitiers canadiens, l'impact fut immédiat sur les marchés à terme, mais la réplique la plus profonde germa dans la psychologie collective. Un analyste de Toronto décrivit le sentiment comme un mélange d'agacement et de dignité blessée. Tandis qu'Ottawa calculait des contre-mesures diplomatiques, des étiquettes artisanales proclamant « Faites au Canada » apparurent presque du jour au lendemain dans les supermarchés de Vancouver, Montréal et Halifax. Personne ne les avait coordonnés depuis la capitale. C'était un acte spontané, aussi libre qu'un graffiti et aussi contagieux qu'une chanson d'été. Le geste semblait anodin, mais il inocula une idée qui attendait depuis des décennies un terrain fertile. Pourquoi traverser si, ici même, bat un marché capable de soutenir 40 millions de personnes. Le premier signe visible fut une légère baisse des achats transfrontaliers en novembre. Le département américain des douanes l'attribua au mauvais temps. Mais décembre apporta un ciel dégagé et pourtant, le flux ne revint pas. Puis arriva janvier, 35 619 plaques de l'Ontario, qui auraient normalement grondé sur le Peace Bridge, restèrent dans leur garage. Rainbow Bridge, son jumeau touristique, enregistra 30 000 absences supplémentaires. Une baisse de 11% du trafic annuel en seulement 8 semaines. Le silence du pont devint la une de la presse locale. Le reste du pays, lui, continuait de tourner, apparemment indifférent jusqu'à ce que l'absence de ses voitures commence à creuser des trous dans les bilans des grandes chaînes. À Walden Avenue, Buffalo, le Walmart, qui fermait autrefois à 10 h du soir, baissa ses rideaux à 8 h. Il n'y eut pas d'annonce retentissante. Un simple panneau plastifié apparut à côté de la porte automatique. Nouvel horaire de fermeture. À l'intérieur, les couloirs résonnaient des pas solitaires des réassortisseurs. Personne ne discutait des promotions au rayon céréales, personne ne faisait la queue à la boucherie improvisée, personne ne se battait pour la dernière boîte de couches géante. L'écho formait une voûte de questions. À 20 mètres, les réfrigérateurs exhibaient des produits des laitiers importés dont le prix ne séduisait plus les voyageurs canadiens, pénalisés par un dollar canadien qui chutait de jour en jour. Un dollar américain valait 1,36 CAD, l'écart le plus défavorable depuis la pandémie. Soudain, un panier autrefois abordable devint une dépense superflue. La mairesse Mary-Lou Stewart de la ville voisine de Blaine convoqua une conférence de presse inhabituelle pour une localité frontalière. Elle reconnut que 50% des recettes finançant la police, les pompiers et les programmes de loisirs provenaient de la taxe de vente payée par les Canadiens. La donnée tomba comme une douche froide sur la communauté qui croyait jusque-là ses finances aussi solides que les fondations du Puget Sound. La même semaine, Target annonça la suppression d'une équipe entière d'employés à temps partiel, citant une baisse de 50% du trafic canadien. Blaine, autrefois vitrine de bonnes affaires pour la Colombie-Britannique, commençait à ressembler à une ville fantôme, avec des enseignes fluorescentes promettant des rabais à des clients qui ne venaient plus. Pendant ce temps, dans le comté d'Erie, les comptables ouvraient des rapports remplis de chiffres rouges. Le budget 2025 avait prévu une baisse modeste de 2,1% de la taxe de vente. Mais les 6 premières semaines montrèrent déjà un trou de 4,9 millions de dollars, soit 7% de moins que la même période l'année précédente. Si la tendance se maintenait, le déficit dépasserait 40 millions avant l'été, engloutissant 80% de l'argent destiné au déneigement des routes. Une seule tempête sans sel suffirait à paralyser une ville entière, mais la tempête était déjà en cours, composée de milliers de décisions silencieuses de l'autre côté de la frontière. Au nord, la situation était diamétralement opposée. Walmart Canada lança, le 16 juin, des baisses permanentes sur plus de 500 produits de première nécessité, promettant d'économiser 450 $ canadiens par an à une famille en moyenne. Loblaw, Metro et Sobes déclarèrent des gels de prix, qui transformèrent chaque magasin en tranchée concurrentielle.
La presse nationale célébra l'initiative et les réseaux sociaux se remplirent de photos de chariots pleins accompagnés du hashtag Jersey On reste ici. Le patriotisme économique prenait l'apparence de la commodité. Une mère de Saskatoon filma une vidéo comparant le ticket de caisse de ses courses locales à celui d'un hypermarché de Fargo, montrant qu'après les péages, le carburant, le taux de change et le nouvel arceau canadien de 25% sur les articles dépassant la franchise, elle perdait 12% de la valeur de son argent rien qu'en traversant. Cette taxe, surnommée surtax, se propagea comme une traînée de poudre dans la conversation publique. Elle s'appliquait à une liste de 30 milliards de dollars américains de biens et, bien que son objectif initial fût de répondre diplomatiquement aux tarifs de Washington, elle finit par agir comme un frein psychologique. Un pot de cosmétiques à 40 dollars américains ressortait de la caisse avec 10 dollars américains supplémentaires de taxes, 13% de TVA, des frais de change et le risque toujours présent d'un contrôle aléatoire. La frontière cessa d'être un pont vers l'abondance pour devenir un péage impitoyable qui faisait payer en temps, en stress et en argent. L'excursion de shopping prometteuse se transforma en parcours d'obstacles. La conséquence la plus immédiate fut un filet de licenciements. Dans un petit motel près de la sortie de l'Interstate 190, l'occupation tomba à 38% malgré une baisse de 15% des tarifs. Le propriétaire licencia 3 réceptionnistes de nuit pour sauver son affaire. Les stations-service signalèrent des chutes allant jusqu'à 40% des volumes vendus le week-end. Le stand Buffalo Wings Souvenir, qui vendait autrefois t-shirts et tasses à foison, écoulait désormais ses stocks en ligne à prix cassé. L'image d'une feuille d'érable sur la caisse américaine cessa d'être synonyme de revenus sûrs et devint une rareté statistique. En parallèle, les chaînes de restauration rapide américaines constatèrent un effondrement brutal. McDonald's, Wendy's et Burger King perdirent 350 millions de dollars au premier trimestre dans les établissements situés à moins de 25 km de la frontière. Certaines franchises avancèrent l'heure de fermeture, d'autres réduisirent leur personnel, d'autres affichèrent simplement un panneau « à vendre ». En revanche, la chaîne canadienne Mary Brown's Chicken connut des pics historiques de vente en Ontario et dans les Maritimes. La fierté culinaire se mariait à la commodité. Personne ne craignait qu'un saut de poulet frit puisse leur coûter une déclaration en douane. Les géants du commerce en ligne profitèrent de la vague. Amazon.ca doubla le volume de commandes samedi entre Ottawa et Québec. Shoppers Drug Mart lança la livraison d'ordonnances en 2 heures dans 22 villes. Holt Renfrew et Simmons, icônes du luxe canadien, dépassèrent pour la première fois Saks Fifth Avenue en vente au mètre carré. Le message subliminal était clair, acheter local n'était pas seulement un acte patriotique, mais aussi un geste d'efficacité et de soin de soi. Chaque colis livré devant une maison de Mississauga équivalait à une gorgée d'essence en moins vendue de l'autre côté de la frontière. Costco et Sam's Club, bastions apparemment inébranlables, découvrirent que les murs d'adhésion ne protègent pas contre un changement d'humeur. Dans 5 grands magasins frontaliers, le renouvellement des cartes chuta de 11,8%. Un dirigeant de Costco dut admettre devant les investisseurs que le modèle d'entrepôt, axé sur la clientèle transfrontalière, ne garantissait peut-être plus la santé des comptes. La phrase sembla presque sacrilège pour une entreprise fière de la fidélité de ses membres, mais les chiffres étaient implacables. Trafic en baisse, marge qui s'effrite et salaire minimum en hausse. En parallèle, un phénomène de résonance culturelle prenait forme. Les sondages d'Angus Reid montraient que 78% des Canadiens préféraient les produits nationaux. 59% étaient prêts à boycotter les articles portant le drapeau américain. Dunnhumby prévoyait une fuite de 15 à 20 milliards de dollars canadiens du commerce américain si la tendance persistait. Ce n'était pas un simple pic émotionnel, c'était la cristallisation de décennies d'identités entremêlées, l'éveil d'une conscience collective qui assimilait chaque achat à un vote silencieux dans les urnes économiques. Et le dépouillement des votes se faisait à la caisse. Dans les salles de réunion de Walmart et Target, les présentations internes prirent une teinte funèbre. Des cartes thermiques, autrefois rouge vif à cause de l'afflux de Canadiens, se refroidissaient comme des braises éteintes. Barclay, cabinet de conseil implacable dans ses prévisions, calcula que si le flux actuel se maintenait, les 2 chaînes perdraient 1,6 milliard de dollars à la fin de l'exercice fiscal. Pour cacher la blessure, certains magasins réduisirent leur stock. D'autres déplacèrent des managers dans l'espoir de relancer les ventes. Mais un manager ne peut pas lutter contre la physique du porte-monnaie. Si traverser coûte plus que ce que cela fait économiser, le client ne traverse pas. Dans l'arrière-boutique de l'Apple Store du Walden Galleria, on murmurait des chiffres impensables 2 ans plus tôt. Les visites au Genius Bar avaient chuté de 25%. Les iPhones, renchéris par les tarifs de représailles, reposaient sous des lumières blanches sans susciter de passion.
La scène contrastait avec les longues files devant un comptoir Lightspeed POS, dans un centre commercial de Toronto, où les clients récupéraient un appareil identique, sans souci douanier, sans double conversion de devises. Le prestige d'être le premier à l'avoir s'était déplacé sur le territoire national, alimenté par des influenceurs arborant le label Proudly Canadian. L'histoire ne se résumait pas aux statistiques. À chaque frontière se tissaient des récits humains qui, mis bout à bout, formaient la grande saga du boycott silencieux. Un camionneur de Kingston confessa à la radio qu'il traversait chaque week-end pour faire le plein et acheter des pièces de rechange. Depuis mars, les files étaient devenues si courtes que le trajet lui paraissait suspect. « Si personne n'y va, peut-être devons-nous reconsidérer nous aussi », dit-il, et son témoignage résonna comme un appel à la responsabilité partagée. Un couple de retraités de Thunder Bay, qui louait depuis 10 ans une chambre à Duluth pour ses escapades mensuelles, annula sa réservation en découvrant que leur pension fondait sous les frais et péages. « Nous préférons dépenser cet argent dans un resort local et le garder chez nous », expliquèrent-ils sur un forum de voyage. À Washington, la réaction fut de durcir la rhétorique. Plus de contrôles aléatoires, plus d'agents dans les voies annexus, plus de déclarations publiques sur la protection de l'industrie nationale. Mais cette stratégie équivalait à presser la lance d'incendie de l'intérieur. Plus le discours se durcissait, plus il alimentait la flamme de la fierté canadienne. Le boycott silencieux se nourrissait de chaque gros titre parlant de sanctions tarifaires. Chaque tweet agressif devenait une nouvelle étiquette fait au Canada, collée fièrement. En juillet, le service des douanes américain publia un chiffre que les journaux nationaux mirent en gras, des temps d'attente inexistants à certains passages frontaliers durant les week-ends fériés. Ce qui pouvait sembler une efficacité logistique était en réalité la preuve irréfutable que les voyageurs ne venaient plus. C'était comme se vanter qu'un stade vide permet d'aller aux toilettes sans faire la queue. La fierté de la porte ouverte devint le reflet d'une revendication. Le visiteur a décidé de ne plus venir. Dans cette danse économique, les chiffres prirent le dramatique d'une tragédie shakespearienne. Peacebridge termina le premier semestre avec 30% de passages en moins, Rainbow Bridge avec 26%. Le comté d'Erie admit des pertes dépassant 5 millions de dollars en 40 jours. Les réparations routières furent gelées, les bibliothèques rurales réduisirent leurs horaires, les centres communautaires annulèrent les ateliers d'été. Un fonctionnaire confia officieusement envisager une hausse de la taxe foncière pour combler le déficit, mais craignait de déclencher une fuite des habitants. L'effet domino ne se limitait pas aux rayons des magasins. Il apparaissait dans la structure même du tissu social frontalier. À l'université de Buffalo, les doyens des admissions remarquèrent un autre aspect. L'inscription d'étudiants canadiens stagnait pour la première fois en 15 ans. La hausse prévue des frais de scolarité internationaux s'effaçait, menaçant budget et programmes de recherche. Parallèlement, des cliniques de fertilité à New York, qui jusque-là recevaient des patients de l'Ontario, impatients d'éviter les listes d'attente, voyaient apparaître des créneaux libres. Les couples trouvaient des alternatives subventionnées à Montréal ou Calgary, où la convalescence se faisait en plus près de chez eux. Fin août, les chaînes nationales canadiennes diffusaient des reportages sur l'Independence Cart, une initiative citoyenne publiant chaque semaine des comparatifs de prix démontrant que l'écart s'était évaporé ou inversé. Les vidéos cumulaient des millions de vues et renforçaient de la narrative selon laquelle traverser la frontière était au mieux naïf. Les parts de marché du commerce électronique canadien croissaient à 2 chiffres. Le pays se redécouvrait autosuffisant à mesure que le Sud percevait son absence comme un vide. Dans une salle de crise du siège de Walmart, un analyste proposa un scénario pessimiste. Si le trafic canadien ne revenait pas au 4e trimestre, l'entreprise devrait fermer définitivement 3 magasins pilotes adaptés aux consommateurs transfrontaliers. Cette fermeture enverrait un message clair aux investisseurs et concurrents. La frontière avait changé de peau. Ce n'était pas un ajustement temporaire, mais une mutation structurelle. Des villes comme Watertown, Plattsburgh et Bellingham commencèrent à voir le ralentissement du développement de nouveaux centres commerciaux. Les promoteurs reportèrent des projets par manque d'encre commerciale. D'un coup, la roue vertueuse, emploi impose infrastructure, s'était grippée. Et tout cela, insistaient les commentateurs, sans une seule manifestation massive, sans boycott officiel, sans bannière agitée devant la Maison-Blanche. Juste un silence dont l'écho se multipliait jusqu'à devenir tonnerre. La question qui flottait était inévitable. Et maintenant, si les grandes surfaces souffraient, les secteurs dépendant moins du client occasionnel et plus de la relation prolongée, pouvaient-ils résister ? L'industrie automobile observait avec méfiance l'augmentation des véhicules assemblés au Canada, bénéficiant d'incitatifs verts provinciaux. Les universités américaines craignaient que les meilleurs dossiers restent à McGill ou Waterloo pour éviter le dollar fort.
Les cliniques dentaires frontalières proposèrent déjà des forfaits avec réduction de 50% pour compenser la chute des patients du Nord. C'était le début d'un ajustement que personne ne voulait appeler récession, mais qui sapait la confiance avec la constance d'une goutte sur le marbre. De l'autre côté du miroir, le Canada vivait un moment d'introspection. Le terme « résistance commerciale invisible » commençait à circuler dans les colonnes d'opinion décrivant la puissance d'un consommateur organisé sans leader ni slogan. Les économistes débattaient de la durabilité de cette force une fois le dollar canadien rétabli. Certains prédisaient que le confort technologique, livraison rapide, place de marché nationale, fintech, évitant la conversion monétaire, consoliderait le changement. D'autres redoutaient que la surprotection n'entraîne à long terme prix gonflés ou manque de concurrence. Mais personne ne doutait que l'identité d'achat avait changé. Septembre arrive. Les forêts de l'Ontario se teintent de rouge et d'or, tout comme les promotions de l'Action de grâce dans les supermarchés locaux. Là où on offrait autrefois des dindes importées du Minnesota à moitié prix, on expose désormais des volailles élevées localement accompagnées du slogan « C'est meilleur quand c'est local ». Les ventes s'envolent. Une journaliste économique souligne que, même si le coût est quelques centimes plus élevé, le consommateur ressent une gratification supérieure, un sentiment de tisser un bouclier invisible autour de sa communauté. Dans le comté de Niagara, des entrepreneurs américains tentent de reconquérir leurs visiteurs perdus en proposant des forfaits incluant essence, hébergement et un coupon de 5% pour les achats supérieurs à 200 $. Mais l'équation ne tient plus. Un seul plein coûte plus de 100 $ canadiens, le pont facture 8 $ sans EZ-Pass et la parité des devises renchérit chaque billet vert. Les 5% s'évaporent d'avant même que la voiture soit garée. Sur les réseaux sociaux, les influenceurs qui recommandaient jadis des circuits shopping essaient maintenant des recettes avec des ingrédients de fermes canadiennes et comparent des initiatives 0 km. Octobre pointe avec une brise fraîche et le mot « récession » cesse d'être tabou dans les conseils municipaux de New York. On débat d'augmentation d'impôts, de coupes dans les services, d'alliances intermunicipales pour partager patrouilles ou camions de pompiers. Le boycott silencieux a accompli ce qu'aucun tarif ne pouvait. Réordonner les priorités des deux côtés de la frontière. Une mère qui l'an passé craignait la fermeture de la bibliothèque scolaire redoute désormais que l'ambulance mette plus de temps à arriver faute de personnel municipal. Sa décision de ne pas traverser fut personnelle, mais ses effets sont désormais publics. Pendant ce temps, à Ottawa, la Chambre basse débat de renouveler les tarifs de représailles ou de les réorienter vers un fonds de transition économique soutenant la fabrication locale de semi-conducteurs. L'opposition applaudit l'idée de convertir chaque dollar de péage non payé en investissement technologique. Le triomphe silencieux du consommateur se métamorphose en politique industrielle. Personne ne l'avait planifié avec une telle ambition, mais les pièces s'emboîtent comme si elles obéissaient à un scénario secret. Enfin, novembre réchauffe avec des ombres plus longues. Les chiffres du troisième trimestre arrivent sur les bureaux des banques d'investissement. Walmart et Target confirment au marché la fermeture de 3 magasins spécialisés pour les acheteurs canadiens. McDonald's annonce la vente de plusieurs franchises à des exploitants locaux. Best Buy prévoit de réduire les postes dans les services d'assistance technique frontalière. Le Dow Jones accuse le coup avec un léger tremblement, mais les comtés affectés ressentent un séisme. La dernière semaine du mois, un journal de Toronto publie un éditorial intitulé « Le pont vide ». Il décrit en détail comment le Peace Bridge, illuminé de lumière bleue, reflète sa propre image dans l'eau tranquille du Niagara, car il n'y a plus de phares étrangers qui le traversent. Il parle de la façon dont l'air froid répand une odeur d'essence non brûlée, comment les cadenas des motels grincent, comment le silence est devenu un hymne à l'indépendance. L'éditorial est partagé des centaines de milliers de fois, et dans les commentaires, les lecteurs racontent leurs propres anecdotes. La première fois qu'ils ont décidé de rester, la fierté d'acheter sur un marché agricole local, la surprise de découvrir que le fromage de l'Ontario a meilleur goût qu'ils ne le pensaient. L'année touche à sa fin. Washington, abasourdi par les chiffres, envisage de retirer certains tarifs pour récupérer le flux touristique, mais craint de paraître faible en pleine période électorale. Ottawa, plus confiant, prépare des incitations fiscales pour les entreprises qui remplaceront les importations par de la production nationale. Les pièces continuent de bouger, mais le plateau a changé. Un boycott sans pancarte, sans mégaphone, sans leader visible, a dessiné de nouvelles frontières économiques. Ce ne sont pas des murailles, mais des courants souterrains qui réorientent l'argent vers le lieu de sa naissance. Ainsi, lorsque décembre allume les lumières de Noël des deux côtés de la ligne, une famille de Mississauga publie sur les réseaux sociaux la photo de son sapin décoré de produits 100% canadiens. Sous l'image, un simple message « Cette année, tout est resté à la maison ».
Des milliers reprennent l'idée. Cette phrase devient le dernier couplet d'une chanson qui a commencé par un tweet et s'est terminée par une révolution des chariots de course. Une révolution qui n'a pas crié, mais qui s'est entendue dans chaque fermeture anticipée, dans chaque péage non payé, dans chaque taxe municipale non perçue. Si cette découverte sur la puissance d'un silence qui peut secouer les colonnes d'une économie entière t'a marqué, like et abonne-toi pour ne pas manquer notre prochaine histoire.